Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Zone Franche de ce dimanche matin. Il n'est plus de jour, vous l'avez certainement remarqué depuis un temps, il n'est plus de jour donc qui ne voit naître des mouvements pour susciter, implorer, exiger, sinon même quémander la candidature de Patrice Talon. C'est la saison, on peut bien le comprendre. Tout dernièrement, une association dénommée La Dynamique Continue qui réclame la particularité d'être dans une logique de ne pas susciter une candidature. C'est déjà une évidence, disent ses membres, dont nous avons l'un sur ce plateau. Didier Messan Diego est par ailleurs membre de l'Union progressiste, conseiller communal à Ouida. Monsieur Diego, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin. Vous êtes là pour nous dire un peu quels sont les contours de la naissance de cette association-là qui est quand même un regroupement de personnalités politiques assez hétéroclites et surprenant. Vous êtes suivi, vous serez suivi sur des radios partenaires installés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Je veux rappeler Solidarité FM à Djougou, Dialogue FM à Kandi et puis Fraternité FM à Parakou. Je vous recevrai ce matin avec André Dossa. André, bonjour. Bonjour Tanguy Agaï, bonjour chers amis téléspectateurs, Messan Diego, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Tanguy l'a rappelé, vous êtes actuellement membre d'une initiative politique pour le maintien au pouvoir de Patrice Talon, si vous voulez la réélection de Patrice Talon. Vous avez aussi un riche parcours militant, vous êtes actuellement conseiller communal à Ouida, ancien pionnier de la Jeune Chambre internationale au Bénin, mais votre initiative politique, contrairement à ce qu'on voit et qu'on observe de plus en plus ces temps-ci, vous ne suscitez pas la candidature de Patrice Talon, vous estimez que c'est une évidence. Est-ce qu'il vous l'a soufflé déjà, Patrice Talon? Merci, chers amis. Permettez-moi d'abord de remercier le ciel, de nous bénir aujourd'hui cette opportunité que j'ai d'échanger avec vous. Et je voudrais remercier les membres de notre association qui m'ont délégué pour parler en leur nom et vous remercier de m'accueillir sur votre plateau et saluer par la même occasion vos téléspectateurs et les autres radios partenaires. Alors, notre association, La Dynamique Continue, est un observatoire du développement. Et en tant que tel, nous nous donnons l'opportunité de nous autosaisir des débats citoyens qu'il y a dans la communauté et de nous prononcer là-dessus. Et c'est pour cela que nous avons vu qu'il y a un débat qui est actuellement en cours, celui de la candidature ou non du président Patrice Talon. Et nous nous disons, compte tenu de certains événements sur lesquels, ou certains faits sur lesquels je me ferai le plaisir de revenir, et bien compte tenu de tout cela, il n'est pas question qu'on parle de candidature ou non, il est question de parler de comment faire pour obtenir une victoire. Oui, mais il faut déjà qu'il soit candidat et que l'homme se décide. Vous l'admettez, semble-t-il, sans son avis déjà, non? L'homme ne nous a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Et tous les faits permettent de dire qu'il est candidat. Comme quoi? Il doit être candidat. Et pourtant, aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des acteurs qui ne cessent de rappeler des engagements pris au départ. Il a même carrément érigé au rang d'une exigence morale de ne faire qu'un seul mandat. Pourquoi, malgré ça, vous trouvez que c'est une évidence que Patrice Talon... Et c'est justement là qu'il y a intérêt de suivre notre association. Et nous sommes sortis sur la place publique pour prendre notre part du débat citoyen et qu'on pourrait même considérer comme un combat citoyen, celui de dire qu'il faut que le président Patrice Talon continue la gestion de contre sa parole. Et sa parole, je vais y revenir. Parce que ce que vous dites date de 2016. Mais le discours a évolué, le débat a évolué. Pourquoi vous n'évoquez pas les étapes du 8 avril 2017 où il a dit j'aviserai. Il a dit le mandat unique c'est fini. Et même en octobre où il a dit qu'il n'est pas accroché à une idée, que ce n'est pas pour lui qu'il le dit. Donc le débat a évolué au niveau de la personne. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus le verrouiller dans cette déclaration morale, comme certains le disent, de je ne veux faire qu'un seul mandat. L'engagement qu'il a pris était vraiment, je dois dire, assez clair et direct, même si l'idée de mandat unique que je portais dans ce projet de révision de la Constitution ne prospérait pas, moi je ne ferais qu'un seul mandat pour montrer que en 5 ans, on peut faire le job, c'est ce qu'il a dit. Vous me donnez l'occasion de saluer les députés de la 7e qui ont rejeté la Constitution. À l'époque,
beaucoup s'étaient émus de cette démarche. Mais aujourd'hui, je me dis que ce n'était pas par hasard. Vous savez, Monsieur Tanguy et Agoy, vous êtes très porté sur la chose littéraire. Je vais citer Einstein, qui dit le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se promène incognito. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il fallait que cette constitution à l'époque soit rejetée pour que le mandat unique, qu'on en finisse. Heureusement, au plan légal, la constitution le lui permet. Au plan légitime, ses réalisations le lui permettent. D'ailleurs, je salue mon président, M. Goum Parfait, qui l'a dit dans son discours, et au plan de la pertinence de son management, de sa capacité à mettre de la méthode, à anticiper, et à être rigoureux envers lui-même. Mais pourquoi ne pas saluer ces faits? Vous voulez qu'on considère quelqu'un qui a dit bon, je ne voulais pas faire 2 mandats, et qu'on s'accroche à cela par rapport à la demande d'un peuple. Vous vous rendez compte que c'était le contrat qui le liait justement et qui a amené les Béninois à voter pour lui en 2016. Est-ce que la renonciation à la parole politique, à la parole donnée en politique, est un bel exemple? La renonciation à la parole politique en face de la Constitution, qu'est-ce que vous choisissez? En face de la loi. S'il avait piétiné la Constitution, s'il avait violé la Constitution, nous serions peut-être les premiers à nous lever pour dire qui a mal donné. La loi laisse le choix, mais elle n'en fait pas une obligation. On n'est pas obligé non plus de faire des mandats. Ah, si la loi ne fait pas obligation, ce n'est pas la parole d'un individu qui fera obligation. Carrément. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Oui, rapidement. Je me rappelle aussi que lors d'un de ces débats sur la question aussi, il a dit que son retour en tout cas au pouvoir en 2021 dépendait de 3 facteurs. Est-ce que les 3 facteurs-là sont réunis à votre avis pour qu'il soit candidat vraiment? C'est là encore l'intérêt de notre débat. Nous n'avons pas discuté avec le président Patrice Talon. Nous nous sommes dit en tant que citoyens béninois, au regard des réalisations actuellement en cours, et en tant qu'élus même pour certains, au regard de ce qui est pris comme disposition au profit de nos populations, il est hors de question qu'on laisse la dynamique s'arrêter. C'est pour ça que nous nous appelons tout simplement la dynamique continue. Il faut qu'il y ait de la continuité dans l'action du président Patrice Talon. Il y a des chantiers qui sont ouverts et vous êtes conscients, vous êtes spectateurs de tout ce qui se fait. Et préoccupons-nous de ce que, et si Patrice Talon n'était pas président en 2021, ces chantiers-là, qu'est-ce qui adviendrait de ces chantiers? Est-ce que Patrice Talon est le seul Béninois capable de travailler avec autant de rigueur, toutes les qualités que vous avez énumérées? N'y a-t-il pas un autre Béninois, et même parfois peut-être dans l'écurie de Patrice Talon, pour poursuivre l'œuvre qu'il a entamée? Forcément qu'il doit y avoir des Béninois, mais il y a une sagesse de notre peuple qui dit « des oublions et nos blancs ». On attache ce qu'on a attrapé. Nous avons Patrice Talon, nous ne maîtrisons pas le futur. Nous ne savons pas de quoi le futur. Qui ont voté pour lui en 2016 ne le connaissaient pas non plus. Ils ne s'attendaient pas à ces résultats. Raison de plus. Ils ne s'attendaient pas à ces résultats, mais ils ont voté pour lui. Maintenant qu'il a donné la preuve de ce qui s'est fait, d'une capacité admirable, moi je dis, de management et d'anticipation. Moi je dis, comme le dit un de nos amis d'ailleurs que vous connaissez très bien, le président Patrice Talon est une école. Et qu'on se le dise, et donnons-nous l'occasion et la chance d'aller encore pendant 5 ans à cette école. Alors, vous semblez vous démarquer de toutes les autres initiatives en cours en ce moment pour susciter la candidature de Patrice Talon. Et pourtant, vous faites la même chose. Que ça s'appelle Fora, Perspective 2021, Amazon, guerrier, soldat, artilleur, voltigeur, tout ce que vous voulez. Et tout le vocabulaire militaro, mettons, et historique du pays. Alors, quel est vraiment fondamentalement ce que vous apportez de plus dans ce débat de suscitation, si vous voulez, de la candidature de Patrice Talon pour ce mandat? Je vous remercie à nouveau. Vous l'avez si bien dit au début, nous ne suscitons pas la candidature du président Patrice Talon. Pour nous, c'est une évidence. Mais nous engageons et nous prenons notre part du débat pour dire qu'il faut que le président se présente, et il faut qu'il confirme sa candidature et que au lendemain de ceci, nous puissions l'accompagner. Aussi. Nous nous positionnons beaucoup plus sur comment faire pour qu'il gagne les élections. Au fait, si vous voulez, c'est la différence. Nous avons passé l'étape de est-ce qu'il sera candidat ou pas. Et il faut saluer les mouvements qui se créent. Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls, que le peuple
réclame. On attend peut-être le mouvement des journalistes pour réclamer la candidature du président, pourquoi pas? C'est pas notre rôle. Vous le faites déjà si bien. Oui, aujourd'hui, quand on voit un peu les mouvements tels qu'ils sont nés, on a l'impression que c'est occasionnel, que c'est ponctuel, que c'est circonstanciel. Pourquoi vous n'êtes pas né? Vous dites que vous êtes une association, pourquoi vous n'êtes pas né peut-être bien avant pour continuer à évoquer les sujets d'importance majeure au plan national? Pourquoi vous n'êtes pas né peut-être, je ne sais pas moi, il y a 2 ans, 3 ans? Pourquoi c'est à la veille d'une élection maintenant, présidentielle surtout, que vous vous réveillez? Quelle part d'opportunisme y a-t-il dans votre démarche? Vous dites pourquoi maintenant? Et moi je réponds pourquoi pas maintenant? Il y a eu des citoyens qui se sont rencontrés, qui ont discuté à plusieurs occasions, n'est-ce pas, et qui se sont dit, il faut qu'on se mette ensemble pour porter une certaine réflexion de temps en temps. Je vous ai dit, nous voudrons être un observatoire du développement et nous prononcer sur des sujets peut-être sur lesquels les partis politiques pourraient être réticents, on ne sait jamais. Alors, mais nous avons vu qu'il y a un débat majeur. Il y a l'avenir du pays qui se joue pendant cette période. Alors nous nous sommes dit, mais c'est maintenant ou jamais. Que vous saisissez. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous venez d'horizons politiques divers? Vous réunissez, on a l'impression que c'est un panier à crabe, beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques qui sont représentés, etc. Oui, pourquoi est-ce que c'est un fourre-tout? Vous voulez dire que c'est notre force? C'est ce qui rend crédible notre démarche. Tout le monde n'est pas membre d'un parti politique, j'attire votre attention là-dessus. Il y a des membres de plusieurs partis politiques, certes, mais il y en a qui ne sont membres d'aucun parti politique. Donc c'est ça qui fait notre alchimie et qui fait une belle symbiose. Et si vous vous penchez sur la structure de notre association, en dehors du bureau exécutif, enfin du président et de son bureau, il y a des conseillers, dont moi et certaines personnalités que vous connaissez, vous avez dû voir la liste, et on est en train de le constituer plutôt un collège d'experts multi-spécialistes qui vont se prononcer de temps en temps. Et après, nous allons décliner notre structure de manière décentralisée. C'est quoi? C'est un parti politique que vous voulez créer? Non, nous allons faire un maillage de la structure dans la société. Nous allons descendre au niveau département, au niveau commune, au niveau arrondissement et pourquoi pas au niveau village. Alors, comment peut-on être partisan de Patrice Talon et aller contre sa vision, son souhait? Patrice Talon a souhaité impulser une réforme du système partisan pour assainir la classe politique et faire en sorte qu'il y ait une certaine clarté, une certaine lisibilité au sein de l'échiquier politique national. Mais vous venez de différents partis politiques, vous constituez une association en mouvement, alors qu'aujourd'hui il y a des partis régulièrement constitués dans le pays. N'est-ce pas un désaveu par rapport à cette réforme du système partisan? Je dois dire que la question nous est posée plus d'une fois, et je dois vous dire, tout en saluant les responsables de nos partis, en tout cas en ce qui me concerne, je voudrais saluer le président Bruno Amoussou et toutes les instances du parti. Je passe à Ouida, je salue l'Union progressiste, l'Union progressiste, pour ne pas citer, parce que je suis là pour la dynamique continue. Je voudrais saluer l'honorable Mathieu Adjovi, qui est mon parrain à Ouida, et saluer mon maire, M. Christian Rocheron, pour dire que je suis un citoyen, membre d'un parti et fier de l'être. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans ce creuset pour réfléchir. J'ai dit c'est une association de développement. Certaines prises de position pourraient être que techniques. Et dans un système partisan, ça pourrait être mal interprété. C'est pour ça que nous nous démarquons de la démarche des partis pour prendre notre place dans ce débat et notre place dans ce combat. Comment peut-on être membre de parti politique et appartenir à une association et prendre des positions indépendamment de la ligne directrice de son parti politique, surtout si le parti politique est réticent sur des sujets donnés? Ah, vous pensez que le parti politique... On ne les a pas encore entendus, BRUP, sur la question de la candidature ou pas? Bon, attendons que les partis se prononcent. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir des associations de développement. Ce n'est pas seulement dans nos villages qu'on peut avoir des associations de développement. Oubliez que les personnes que vous avez vues au devant de la scène pour la dynamique continue soient ou non des engagés politiquement, et prenez-les sur le plan des engagés communautaires, engagés pour le développement de leur communauté. Monsieur Dossa l'a dit, moi, je suis un ancien scout, ancien membre de la Jeune Chambre, engagé dans ma communauté, dans la formation des gens et dans le leadership
je n'ai pas eu besoin d'être membre d'un parti politique avant de faire des actions publiques. Et si, par hasard, enfin, je ne sais pas si ça peut arriver, hein, mais je considère quand même qu'il arrive à l'UP, par exemple, dont vous êtes membre, de choisir quelqu'un d'autre comme candidat, alors que vous, dans votre association, vous avez déjà pensé que l'homme qui est là peut continuer à faire le job comme il le dit. Comment ça se gère, ce différent? Si ma voix compte, parce que l'UP ne peut pas prendre, décider comme ça d'un choix. Il faut que l'UP consulte tout le monde. Oui. Et je mettrai tout mon argumentaire, toute ma force pour convaincre mes amis, mes camarades de l'UP qu'il faut que nous nous allions derrière. Et s'ils vous battent, justement. Si me battent, je vais me résoudre à considérer ce résultat. Mais pour le moment, on n'est pas à ce schéma-là. Vous allez à l'extrême, je vous comprends, mais on n'est pas là. Et aujourd'hui, pour nous, la dynamique continue, il est clair. Et puis, à l'UP, nous connaissons des gens qui, tous les jours déjà, eux-mêmes, prennent la parole et célèbre la gestion du président Patrice Talon. Ça suffit pas pour qu'il s'appelle à sa candidature, non? Peut-être eux aussi, ils ont des ambitions. Les faits dont nous disposons aujourd'hui, c'est leur sortie par rapport aux réalisations de Patrice Talon. Qui est derrière, quelle est l'initiative politique ou la force politique ou le mentor derrière la dynamique continue? C'est vrai que c'est un péché mignon de notre pays que de voir quelqu'un derrière. C'est pas toujours faux. C'est pas toujours vrai non plus, cher ami. Mais ce que je voudrais dire... C'est l'allégorie du chien qui aboie avec insistance. Oui. C'est vrai. Nous n'allons pas nier qu'il faut que nous soyons forts. Et pour cela, il nous faut peut-être un parrain ou des parrains. Donc nous sommes ouverts, déjà en tant qu'association, nous sommes ouverts à toutes les dynamiques, à tous ceux qui, quelle que soit leur coloration politique, qui épousent la même vision et les mêmes valeurs que nous, qui nous rejoignent. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous nous ouvrons aux personnalités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient du milieu économique ou du milieu scientifique, qui voudraient nous accompagner. C'est vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, les membres, et je les en félicite, je félicite le président et tout le bureau, les membres se décarcassent pour réunir, mobiliser les ressources pour faire vivre notre association. Demain, si quelqu'un se détermine et qu'il remplit les conditions que le bureau aurait validées, je reviendrai fièrement vous dire que voilà notre parrain. Quand on a la sympathie d'un Luc Atropo, on n'a pas besoin de se détracasser pour avoir les moyens. Puisque certains observateurs le voient justement derrière votre initiative. Vous me donnez l'occasion de saluer mon cher ami Luc Atropo et de lui souhaiter prompt rétablissement qui vienne très vite vous avez de ces nouvelles, non? Pour revenir. Oui, de temps en temps. Luc est un ami, Luc Atropo est un ami, et il était maire de Boycon quand j'étais DG de l'ANPE et on a beaucoup travaillé ensemble, on est resté assez proches. Aujourd'hui, il se rétablit et Dieu merci à l'extérieur qui revient vivement. Luc, son rôle derrière vous? Luc fait partie des personnalités de ce pays et vous le faites si bien en nous conseillant, par exemple, de solliciter entre autres. Vous avez à réagir sur est-ce qu'il est derrière l'idée ou pas? Parce que ça se susurre que c'est bien son idée. Bon, on va laisser à ceux qui le susurrent de le dire. Moi, je viens en tant que un des membres de cette association pour vous dire que nous n'avons pas encore de parrain. Je ne dis pas que nous n'en aurons pas. Pourquoi ne pas être fort pour que notre voix porte davantage? Alors, Monsieur Diego, nous allons évoluer dans notre entretien pour parler de la question de l'emploi. Vous avez dirigé une des initiatives publiques en matière de promotion de l'emploi. Tanguy l'a dit, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, tant et si bien qu'on a dû vous faire appel à l'international. Vous êtes en fin de mission au secrétariat permanent de cadre de concertation des menées de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. Dites-nous, quelle est votre lecture des réalisations de Patrice Talon dans le domaine spécifique de l'emploi en 5 ans de gestion de pouvoir? Merci beaucoup. Je dois saluer, dire bonjour à mon ami Urbain Amembedji, qui est l'actuel directeur général de l'ANPE, pour tout ce qui est fait du côté de l'ANPE. Mais concernant l'emploi en général, l'emploi est une question transversale.
Dès qu'il y a des initiatives, dès qu'il y a une dynamique économique, dès qu'il y a des investissements et des chantiers comme cela se fait dans notre pays aujourd'hui, cela crée d'emblée l'emploi. Vous savez, l'asphaltage, ça fait partie du premier fleuron que tout le monde voit. Quand des pavés et des lampadaires aussi éclairants, je veux dire, passent devant votre maison, vous n'êtes pas insensible à cela. 550 km d'asphaltage et actuellement 2000 lampadaires qui sont en train d'être installés pour éclairer toutes les routes qui ont été tracées et on va dire toutes les routes qui ont été bâties dans le cadre de l'asphaltage. Je pense, ne serait-ce que cet aspect, pour vous dire que chaque initiative suscite ou crée des emplois. Maintenant, pour revenir à l'ensemble de la politique de l'emploi, comme vous le demandez, pour mes informations, il y a une nouvelle politique qui a été élaborée, qui est en validation. Et cette politique tient forcément compte des axes de développement du PAG. Ce qu'il faut féliciter aussi, ce qu'il faut apprécier, c'est aussi la stratégie de formation professionnelle liée à ces actes de développement. Parce qu'il faut former les jeunes pour qu'ils soient, qu'ils aient les capacités de s'insérer dans ces emplois qui sont créés à travers le PAG. Donc, je dis, il y a beaucoup d'actions qui se mènent. Je vais vous citer une action qui date de quelques années, mais qui est conservée et qui est amplifiée. C'est le partenariat décentralisé pour l'emploi. La NPE accompagne les communes dans l'élaboration de leur stratégie d'emploi, en tenant compte des spécificités de chaque commune-là, parce que chaque commune a un potentiel. Vous ne pouvez pas faire un programme pour Ouida, qui est une ville de tourisme et de culture, le même programme pour une ville du bassin cotonnier comme Kanli, et le même programme pour une ville Carrefour comme Parakou ou Boycon pour les services. Donc la NPE accompagne cela et vous savez qu'il y a le programme, le tout dernier né, un programme présidentiel, je dois dire, le programme spécial d'insertion dans l'emploi. C'est-à-dire que c'est un vieux projet réchauffé et redimensionné peut-être à la limite. Non seulement je n'ai pas dit ça, mais aussi en matière d'emploi, on ne peut plus créer grand-chose. Hein? On ne va pas réinventer on ne peut pas réinventer la roue. L'avantage de ce programme, il y a quelques avantages, je vais vous en citer 2 ou 3. Le premier, c'est que le programme est conçu du côté de l'offre d'emploi. Ce n'est pas de la demande. On n'a pas ciblé le chercheur d'emploi, on a ciblé l'entreprise créatrice d'emploi, premièrement. Deuxièmement, c'est le salaire qu'on donne aux jeunes gens. Avant, le programme que nous avions animé, c'était des frais de stage. Aujourd'hui, c'est des salaires qui font 2, 3, 4 fois les frais de stage. La durée du programme, c'est 2 ans. 2 ans, que deviennent-ils ces jeunes justement après 2 ans, surtout qu'ils sont payés aux frais de l'État? En matière d'emploi, ah oui, l'État a un engagement. Hein? C'est un engagement, c'est un devoir pour l'État d'accompagner n'importe lequel des citoyens à s'insérer dans le tissu économique. Donc il y a de l'investissement au plan social. Vous savez, le traitement de la question de l'emploi se fait au plan conjoncturel et au plan structurel. L'État se doit de mettre des ressources pour accompagner les gens et l'État se doit de créer un environnement économique qui suscite, qui crée l'emploi, donc qui accompagne les entreprises. Dans le cadre de ce programme, les deux leviers sont actionnés. C'était pas ce qu'on aurait mieux fait, peut-être prendre ces sous qu'on est en train de prévoir pour le salaire afin d'appuyer des jeunes dans la création de leur propre entreprise, de les accompagner, de les former davantage afin qu'eux-mêmes ils recrutent, parce que plus il y a justement d'entreprises créées par des jeunes, plus on rend viable ces entreprises et mieux ça vaut pour l'emploi. Vous le dites très bien, ce n'est pas une seule initiative. En matière d'emploi, c'est un faisceau d'initiatives. Il y a ce qu'on appelle les politiques actives du marché du travail. Il y en a de pré-insertion dans l'emploi, il y en a de renforcement de capacités, il y en a de reconversion, il y en a de formation à l'entrepreneuriat. La NPME continue d'accompagner les jeunes dans leur formation et dans la création de leur entreprise. La NPE aussi a des programmes d'entrepreneuriat. Et puis l'ex-FNPEJ
a fait l'objet de réformes pour financer davantage les jeunes. Donc, vous êtes en train de féliciter au fait si c'est votre lecture, bon, je vous laisse la faire ainsi. Oui, vous avez cité quelques investissements en cours, l'asphaltage et d'autres. Est-ce que vous croyez fondamentalement qu'il y a du mieux vraiment aujourd'hui en matière de promotion et de création de l'emploi que par le passé? Vous fermez votre question, heureusement, parce que le mieux, il est manifeste, c'est vrai, je suis bien placé pour vous le dire, et ça fait partie des éléments à propos desquels je suis admiratif de la gestion du président Patrice Talon, la méthode. On prend le temps d'étudier, d'évaluer, de planifier et d'avoir une politique de suivi-évaluation pendant toute la période de mise en œuvre du programme. Si je reviens à ce programme dont on a parlé, en 2 ans, un emploi est comptabilisé dès que le bénéficiaire fait 1 an. Stable. C'est 2 ans. Et c'est vrai que ce n'est pas dit dans le programme, mais si vous êtes chef d'entreprise, l'État vous donne une telle opportunité d'avoir un jeune gens diplômé. Vous avez participé à sa sélection, parce que les entreprises doivent participer à la sélection du jeune gens. Vous le gardez pendant 2 ans chez vous. Si sur 10, vous n'en gardez pas 5, je ne sais pas le nombre de candidats qu'une entreprise peut accueillir, mais si vous ne gardez pas 50%, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise. Mais il faut déjà s'assurer de la capacité, justement, de l'entreprise à garder 50% après. Pour les charges salariales qui vont venir. L'entreprise s'exprime. Et c'est pour ça que l'État va accompagner les entreprises. Vous avez dit, l'État finance les entreprises par le biais de l'emploi. L'État permet aux entreprises de se renforcer en ressources humaines et de qualité. Parce que l'entreprise, je vous le dis, participe. Et les critères sont très clairs. Et si vous voyez le mode de sélection, il est transparent. Donc c'est pour cela que je me dis, on est tous des béninois, je me dis que si on passe par toutes ces étapes, c'est vrai, il y aura toujours un pourcentage qui sera faible, mais je dis qu'il y a de la qualité au bout. Voilà. Parlons du contexte rapidement, parlons du contexte législatif. On a dit aussi que sur le plan de la loi, le Bénin n'est pas très doté, en tout cas pour ces 5 dernières années, en matière donc de protection et de sécurisation de l'emploi. On parlait carrément de précarisation justement de l'emploi avec cette loi qui a été votée. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est une bonne politique, ça? Vous avez de cette question assez... Ah non, la loi est partie d'un constat. Et en tant que DG, un peu précédemment, avant, nous avions déjà regretté le fait que les lois qui existaient n'étaient pas porteuses d'embauche ou d'insertion des jeunes. Parce que vous le savez, quand vous avez des jeunes gens que vous recevez ici, vous voyez. Le jeune, au début, c'est celui-là qui veut un emploi et qui se soumet à toutes les règles. Mais dès que vous signez un contrat, c'est ça, contrat. Quand vous signez le contrat avec lui, il change et vous vous rendez compte qu'il n'est pas aussi performant qu'il a dit. C'est vrai que c'est votre devoir c'est pour ça que nous sommes exigeants maintenant. L'État, plutôt, est exigeant quant au recrutement. Si nous voulons que les entreprises continuent de vivre, et que 30% ou 70% plutôt des entreprises, même 80%, ne meurent pas pendant les 3 premières années de leur création, il faut renforcer la capacité de l'entreprise à discuter, c'est ça, à discuter. L'employé devient très fort devant la loi, il était très fort devant la loi vis-à-vis de son employeur. Maintenant c'est l'employeur qui devient surpuissant, qui choisit du jour au lendemain de se débarrasser de qui il veut, comme il veut, quand il veut, et dans les conditions qui lui plaît. C'est une expérience qui est en cours et on va l'évaluer à son terme et on décidera. Mais si vous savez d'où on est parti, il fallait passer par une expérience comme celle-là pour rassurer l'entreprise et l'employeur, pour le mettre dans une possibilité de décider d'aller ouvrir son entreprise à un chercheur d'emploi et de le recruter
et d'avoir des règles précises qui lui permettent de ne pas se lier les mains une fois qu'il a signé un contrat. Pour lire le bilan de l'action d'un gouvernement, il faut le faire à l'aune des engagements de départ. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les objectifs de départ ont été atteints au bout de 5 ans? Sur quel plan? L'emploi, justement, monsieur le ministre. Ah, ok. Non, mais je n'ai pas la comptabilité du nombre d'emplois créés par chacune des initiatives. Mais il suffira de faire cette comptabilité, vous verrez, je suis persuadé, vu le nombre de chantiers dans le secteur social, créer des cantines scolaires pour près de 800 000 de nos enfants, c'est des emplois, c'est des occupations. Et, en dehors des occupations, il y a des emplois qui sont créés pour les entreprises qui fournissent ces biens et services. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Les chantiers, je l'ai déjà dit. Alors, mais il faut avoir une approche technique de lecture des chiffres. Un emploi créé, il est évalué parce que l'engagement du chef de l'État, c'est 500 50 000 emplois. Emplois directs et induits. Un emploi direct induit en moyenne 3 emplois indirects. Donc, si on crée un emploi, donc sur les 500 000, vous avez dit 500 000, il faut comptabiliser, si on peut comptabiliser 150 000 emplois directs, le score est atteint. Et dépassé même. Alors, et si vous prenez le programme spécial d'insertion dans l'emploi, il est prévu 2000 jeunes. Ne serait-ce que dans ce programme exclusif. Et si vous citez tous les programmes, je n'ai pas le temps de citer tous ces programmes. Beaucoup d'initiatives en de promotion de l'emploi. Et puis, oui, vous êtes aussi concerné par la question de la formation technique et professionnelle. On a fait un constat, quand le gouvernement a commencé à lancer un certain nombre de chantiers, c'est qu'il y a des compétences qui ont fait défaut, il y a des corps de métier où les bénévoles sont quasiment absents. Cela a révélé l'urgence du renforcement de l'enseignement professionnel et de la formation technique dans notre pays. Quelle est votre lecture sur cet aspect de la question? Encore une fois, on parlera de démarche. Vous vous souvenez que le président s'est déplacé lui-même pour aller en Suisse, négocier avec nos partenaires suisses. La Suisse est considérée avec l'Allemagne comme l'un des pays les plus, on va dire, les pays à succès en matière de formation professionnelle. Et la conséquence, il y a eu l'élaboration de la stratégie de formation professionnelle qui a été validée. Il y a même eu un atelier de mobilisation de ressources autour de cette stratégie que les partenaires ont acheté. Premier élément. Deuxième élément, je ne vous dis pas le nombre de lycées qui sont en construction aujourd'hui, lycées professionnels, et qui sont en droite ligne avec les axes majeurs du PAG. Si nous voulons faire développer un secteur, si je me souviens, l'agriculture, le tourisme, les grands travaux, tout ça, dans chacun de ces secteurs, on a besoin de former des Béninois, quel que soit leur niveau. On peut former des ouvriers, on peut former des conducteurs de travaux, on peut former des ingénieurs. Donc, vous avez totalement raison, il faut qu'on développe une capacité de formation. Mais il faut aussi impliquer ce développement de compétences dans les appels d'offres. Il faudrait que et je crois que ça se fait, que chaque appel d'offres puisse insister sur le nombre d'emplois qui sera créé et aussi le transfert de compétences. Si dans un programme, vous êtes, je sais pas, vous voulez construire un pont à Cotonou et vous avez besoin de 10 ingénieurs, on doit pouvoir vous dire il y a un pourcentage d'ingénieurs que vous allez ramener de l'extérieur au cas où il n'y en aurait pas au Bénin et former les autres sur place. Aussi, vous êtes aujourd'hui en fin de mission à l'UMOA au niveau du secrétaire permanent de ce cadre de concertation des ministres de l'enseignement, enfin, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ça vous permet d'avoir une vue plus large sur la question de l'emploi dans ces différents pays de l'UMOA. Est-ce que vous pensez que le Bénin est plutôt mieux loti ou bien on a encore beaucoup d'efforts à faire pour rattraper les autres? Oui, merci beaucoup de me permettre d'aborder cet aspect. Je suis secrétaire permanent du cadre de concertation des ministres de l'emploi et de la formation de l'espace UMOA basé à Bamako. Et je suis en fin de mission. Et le but de cette structure, la mission, c'est de permettre aux États qui vivent dans un même espace économique
qui pour l'ensemble d'entre eux, à part un peu la Guinée-Bissau, utilisent la même langue de travail et sont dans un même environnement socio-culturel aussi. Et ils ont décidé de créer ce cadre pour réfléchir ensemble, puisqu'ils vivent les réalités, la même réalité, réfléchir ensemble sur comment partager et mutualiser, voilà le maître mot, c'est la mutualisation, comment mutualiser les ressources, qu'elles soient financières, techniques ou humaines. Et c'est ce qui fait que chaque année, les ministres se regroupent se retrouvent en conférence pour évaluer le chemin parcouru et se donner des perspectives. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, notamment dans le secteur de la formation professionnelle, d'avoir créé une plateforme que nous appelons la plateforme de mutualisation, qui permet à tous les pays de mettre en ligne les ressources de formation qui ont été déjà élaborées. Je m'explique. Si le Bénin, en formant ces jeunes gens dans la pisciculture, en matière de pisciculture, a élaboré une ingénierie de la formation, le Bénin le met en ligne, et si le Niger partage avec les autres pays, et si le Niger a formé ces jeunes gens en maroquinerie, le Niger le met en ligne. C'est ce qui fait que le Bénin n'aura plus à aller concevoir encore toute une ingénierie de la formation en maroquinerie ou en maçonnerie, etc., etc. Ce qui fait que les pays ont signé ce qu'ils ont appelé un protocole d'entente et tout le monde met en ligne. Il y a un process, une procédure pour bénéficier de ces ressources. Il y a une autre procédure pour mettre en ligne ces ressources, mais ça, on l'organise avec des entités nationales de mutualisation qu'il y a dans chacun des pays. C'est un joyau que nous avons et dont nous nous félicitons. Et nous sommes accompagnés par tous les partenaires spécialistes de la formation professionnelle. Je parlais des Allemands, des Français et des Suisses. Ce qui fait que si vous demandez l'accompagnement, l'appui d'un partenaire, il vous dira, est-ce que vous avez visité la plateforme? Est-ce que la ressource n'est pas disponible? En dehors de ça, il y a le système d'information sur le marché du travail. Vous savez, on n'a pas souvent le temps de s'y pencher, mais si vous n'avez pas un système d'information dynamique, vous n'avez pas les outils pertinents d'aide à la décision. Vous comprenez ce que je veux dire? En matière d'emploi aussi, l'Observatoire de l'emploi et de la formation du Bénin fait partie de ce dispositif. Et les indicateurs qu'il faut renseigner pour dire le taux de chômage, le taux d'activité, etc., etc., les observatoires de l'UMOA se concertent pour renseigner ces indicateurs-là. Et nous sommes accompagnés en ce sens par la commission de l'UMOA qui gère ces entités. Troisièmement, du secteur de l'emploi. On vient de parler de politique d'insertion au Bénin. Tous les pays en ont. Et quand nous nous retrouvons, les pays partagent. Qui sait si c'est à travers les partages qu'il y a amélioration des programmes dans un pays ou dans l'autre. Je veux dire, par exemple, que ces partages, le programme spécial d'insertion de l'emploi a dû bénéficier de ces partages-là. Je termine pour le cas de concertation en disant que il y a la mise en place d'un fonds dédié à l'emploi des jeunes, un fonds sous-régional. Les documents ont déjà été faits, il reste juste à mettre en œuvre ce fonds. Vous n'avez pas répondu à la question d'André Dossa. À quel niveau loger justement le Bénin dans sa démarche? Quand on voit un peu ce qui se fait dans les autres pays, puisque vous êtes à un carrefour, vous observez un peu, hein, vous avez une idée de tout ce qui se fait dans chacun des pays membres de ce cadre-là. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Le Bénin bénéficie de l'expérience des autres pays en même temps que les autres pays bénéficient de leur expérience. Je ne serai pas totalement juste en disant tel pays est premier, tel autre est deuxième, mais je me contente de ce qui est vrai et qui est déterminant que les pays mutualisent. Des spécificités qui certainement ont retenu votre attention. Justement, qui sont certainement différentes de ce que le Bénin propose, ou quelles sont les spécificités du Bénin, justement, par rapport aux autres. Une chose qui serait importante et intéressante pour le Bénin, par exemple, c'est de déterminer un parcours gagnant. Parce qu'on a plusieurs structures, mais je sais que le dispositif est en marche, de créer un guichet unique, parce qu'il fut un temps où le même jeune gens peut aller à la NPE, bénéficier d'un programme, aller à la NPME, repartir au FNPEJ ou dans la structure du ministère de le volontariat, justement. Comment ne pas créer? Il faut créer un parcours gagnant. Et même une entité, une identification du jeune. Il rentre dans le processus,
On sait quand est-ce qu'il rentre dans le processus, le dispositif de promotion de l'emploi, et on sait quand est-ce qu'il sort. Ça nous donne d'ailleurs des facilités pour avoir des statistiques claires et justes et précises sur la question. Parce qu'on observe aussi bien un chevauchement entre ces différentes initiatives de promotion de l'emploi. Vous avez donc travaillé à Bamako dans ce cadre de concertation. Bamako qui défrait la chronique en ce moment avec ce changement intervenu à la tête du pays. Quelle est votre lecture de cette actualité? J'ai un positionnement beaucoup plus technique, aussi bien ici que là-bas. Mais en tant que citoyen de ce... Je me dis qu'il faut que nos pays observent Bamako et que dans la sous-région, les gens tirent leçon de ce qui se passe à Bamako. Nous avons tous vu venir ce qui se passe à Bamako. Il y a eu beaucoup de revendications, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de réunions. Ce que ça sert d'école et qu'on sache à quel moment il faut commencer par tirer sur la sonnette d'alarme. Cela dit, j'ai vu que la CEDEAO, dans son rôle d'organisation ayant établi des règles, a demandé des sanctions, mais en même temps, j'ai vu certains pays, dont le nôtre, demander de penser que la CEDEAO ne soit pas seulement sur les principes, mais qu'elle pense aussi au peuple, n'est-ce pas? Et qu'il faut accompagner le peuple aussi dans cette période de sanctions. L'autorité de la CEDEAO se doit d'imposer les règles de fonctionnement. Vous qui avez fait l'expérience de ces instruments-là, ces organismes sous-régionaux ou régionaux, quand vous observez un peu aujourd'hui la situation de la CEDEAO, dans l'opinion, elle est fortement décriée, vous, hégémonie sur les réseaux sociaux, les citoyens de la CEDEAO ne se retrouvent pas dans cette organisation. Qu'est-ce que vous avez pu voir de l'intérieur et qui peut traduire ce qu'on observe aujourd'hui? Je n'ai pas forcément la même lecture que tout le monde, mais je dois vous dire que c'est au moment, nous sommes dimanche, je vais peut-être bousculer un peu vos croyances, mais c'est au moment dans notre culture où on établit le leg bala qu'il faut faire attention à tout. Après, on est obligé de s'agenouiller devant, n'est-ce pas? C'est comme un test de loi. C'est au moment de l'élaborer qu'il faut faire très attention. Une fois que le test est élaboré, il s'impose à nous tous. Aujourd'hui, la CEDEAO a des tests validés. Et cette démarche est valable même aux États-Unis. Si le processus démarre après avoir fait tout le parcours qu'il faut, tout le parcours pertinent pour mettre en place un processus, dès que le processus démarre, souvent on le laisse au moins aller à son terme. Bon, c'est vrai que la CEDEAO est là depuis un moment et j'espère que les soubresauts que nous avons connus ces derniers temps vont sensibiliser les responsables et qu'ils procéderont peut-être à des relectures de certaines dispositions qui sont en place. Vous êtes, Sébastien, ça a fini sur le volet 8 mois. On va revenir au pays. Vous êtes par ailleurs, je l'ai précisé dans mon introduction, conseiller communal à Ouidah. Vous me permettrez d'ouvrir une fenêtre ou parler un peu de la décentralisation sous Patrice Talon. C'est vrai qu'on est sorti tout récemment d'une élection à la base. Comment voyez-vous justement ce qui se fait sur ce plan-là depuis 2016? Sur le plan de la décentralisation, nous pouvons dire qu'il y a un renforcement du dispositif de décentralisation, en ce sens qu'il y a plus de rigueur dans le suivi de la mise en œuvre. Les maires aujourd'hui ont plus de rigueur pour la reddition des comptes, et ce qui fait que les erreurs que nous avons connues dans le passé ne pourront pas se retrouver. En ce qui me concerne, en tant qu'élu de Ouidah et de Savi, moi je voudrais saluer la décentralisation. Je voudrais surtout saluer ce qui se réalise dans ma commune. Qu'est-ce qui se réalise? Je vous invite un week-end à visiter Ouidah. Le fort portugais est en reconstruction. Le fort français. Et toute la route de l'esclave. La place des enchères. Le club MID qui sera à Vlekete. Si vous avez le moyen, allez prendre des je voudrais dire que ça nous permet d'avoir des investissements, de renforcer les villes. Ouidah n'a pas bénéficié de la première vague d'asphaltage. Mais vous avez vu ce que l'asphaltage a fait dans les villes. C'est parce que la décentralisation a
s'est exprimé en termes de besoins de ces villes, en termes d'investissement qu'il faut faire dans ces villes, en termes de développement qu'il faut apporter à ces villes. Si vous voyez la décentralisation seulement sous le plan de on élit un maire avec son conseil communal, nous n'allons pas finir la question. Mais quel développement il faut créer dans chaque ville pour créer de l'emploi et faire une économie locale? Et je pense que les investissements du PAG aujourd'hui permettent de renforcer la décentralisation en termes de création de cette économie locale qui permet aux entreprises de chaque commune de se créer déjà et de vivre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les élus là deviennent des spectateurs plutôt que des acteurs directement, puisque ce sont des actions du gouvernement directement injectées au niveau donc, des communes, de sorte à les faire assister comme des spectateurs à une scène qui se déroule chez eux. Tous les programmes que vous aviez cités, on a l'impression que bon, le maire il s'est arrêté d'exprimer les besoins et puis on a fait tout à sa place. Il croise les bras tranquillement. Alors vous voulez que les maires rejettent le fait qu'on a besoin d'un, c'est pas moi, de construire un hôtel pour dynamiser le tourisme dans une ville touristique, que le maire refuse parce que ce n'est pas lui qui signe le chèque? Non, la question pourquoi on n'implique pas davantage les élus locaux dans les choix qui sont opérés pour leur communauté, dans les choix d'investissement, de développement que le gouvernement opère? À mon sens, les élus locaux sont impliqués puisque les choix, ils participent aux choix, ils identifient les besoins et les solutions viennent. Si j'ai compris votre question, c'est que les élus doivent être partie prenante de l'application de la solution. Oui, mais ils sont concertés à partir du moment où ils ont validé tout le process. Ce qu'on ne dit pas, ce que nous ne disons pas ici, c'est pas pourquoi on ne met pas les ressources à la disposition directement pour leur laisser la main. Et si c'était une des recommandations, une des décisions vues les gestions précédentes, si c'était une recommandation, vous aviez dit que ça s'est amélioré la gestion à la base aujourd'hui et que les gens sont un peu plus conscients, plus de rigueur, etc. Bonne raison pour leur laisser la main justement. Pourquoi pas? Je vous dis qu'à chaque fois, il faut faire des expériences. Gageons que c'est une expérience qui est en cours. Et le président Talon, vous l'avez dit, qui a fait des promesses, se doit de les réaliser. Si à un moment donné, et ça, ce n'est pas seulement au niveau de la décentralisation, mais au niveau central aussi, les mêmes critiques lui sont faites. Oui. Mais cette agentialisation de l'administration publique. Oui, justement, il y a même la polémique en cours au sujet, puisque nous parlons des communes. La question que moi je me permets de... Oui, c'est pas mon rôle ici, mais la question communes, c'est pourquoi encore une agence, carrément, pour aller voir ce qui se passe dans les communes. On veut faire des maires des épouvantails qui dorment. Moi, je suis de ceux qui disent, est-ce que ça porte des résultats? Parce que cette approche n'est pas venue du jour au lendemain. C'est venu après une étude du comportement. Si nous voulons porter des résultats, et si nous avons la preuve que les résultats sont obtenus après ces processus, pourquoi ce n'est pas le chemin qui est en cause, c'est la destination. Est-ce qu'on a atteint la destination? Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je célèbre la méthode. Je célèbre la méthode. On est plus dans la décentralisation là, si tout doit se gérer par la décentralisation, c'est que si l'État central doit accompagner une mairie à réaliser une infrastructure, il faut remettre les ressources à la mairie. Je suis un élu local. S'il faut remettre les ressources à la mairie, si la décentralisation c'est ça, je ne pense pas que nous allons atteindre nos objectifs. Ah oui. La décentralisation induit un transfert des compétences, mais aussi et surtout des moyens, des ressources. Et ce qui n'a pas souvent été une réalité. Les ressources indispensables pour le fonctionnement des mairies leur sont transférées régulièrement. Et puis, est-ce que vous avez vu un maire se plaindre de ça? Ah, parce que peut-être... vous avez tenté plusieurs fois de diriger la ville de Ouidah. La première expérience n'était pas trop bien placée, puisque les recours validé votre siège de CA de Savi. Et cette fois-ci, vous avez remis l'initiative. Finalement, c'est votre ami, par ailleurs, Jules Chambre, qui a pris le dessus, Christian Wetchenou. Alors, dans quelle posture vous trouvez-vous aujourd'hui face à tout ça? En temps, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi médecin Diego, a autant de mal
à apporter ses idées, sa compétence pour le développement de Ouida? En la matière, je voudrais aborder avec deux principes d'abord, qui ont valeur de postulat même pour moi. Premièrement, c'est Dieu qui établit le trône. Le pouvoir est... Pour faire philosophe. Oui, le pouvoir est d'essence divine. C'est clair. Vous le savez d'ailleurs. Vous n'avez pas toujours réussi dans tout ce que vous avez entrepris. Mais même si je constate que vous êtes deux personnes qui nous donnent beaucoup de fierté. Merci beaucoup. Alors, deuxièmement, la discipline du parti. Et d'ailleurs, c'est un de mes mentors, monsieur Adjovi, Laurent Adjovi, qui le dit, nous sommes en transition quant au nouveau dispositif partisan. Et la discipline du parti doit se respecter. Je le dis et j'insiste là-dessus. Et si vous aviez creusé, vous sauriez que dans mon rôle, j'ai autant que je peux accompagner tout ce que le parti a proposé. Cela dit, je ne parlerai pas d'échec. Peut-être que Ouida n'est pas encore prête en tant que ville pour m'avoir comme maire. Encore que sans être maire, on peut servir sa ville. La belle preuve, je suis membre d'un conseil et mon maire, M. Christian Routhier, vous le dira, je suis très actif au conseil communal. Je suis le président de la commission aux relations extérieures et coopération décentralisée. Et voilà, j'accompagne le maire. Très bien. Ok, on va finir cette émission avec des questions. On revient par où on a commencé, hein, voilà, la politique. Oui, la décentralisation. Vous êtes à nouveau conseiller communal à Ouida. Patrice Talon a œuvré pour une réforme du système partisan. Des partis politiques ont été créés. Il y en a d'autres en cours de création pour aborder cette présidentielle de 2021. Appréciez-nous un peu le bilan du Patrice Talon au plan politique après 5 candidatures. C'est un sujet. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier ou bien qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans son action au plan politique? Au plan politique, si la réforme partisane n'existait pas, il aurait fallu la créer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le milieu politique est un peu plus serein, plus assaini. Et vous, journalistes, vous avez un peu plus de lisibilité, ne serait-ce que ça. Alors, c'est vrai que nous sommes au début d'un processus. Le système partisan n'a pas encore 2 ans réellement dans sa mise en œuvre. Donc, il y a des réglages à faire forcément. En termes d'installation des organes déjà et en termes de décision dans les partis. Mais je pense que cette initiative est une belle initiative que plusieurs pays nous envient d'ailleurs. Laquelle par exemple? Plusieurs pays. Je suis de l'extérieur, donc je suis de temps en temps à l'extérieur, je peux vous le dire. Et vous écoutez des commentaires de ces pays-là qui disent ce qui disent malgré les dégâts que ça a créé dans la mise en œuvre? Pas les dégâts, il y a des difficultés de mise en œuvre forcément parce que c'est un nouveau système. Mais si nous saluons, si nous adoptons, maintenant nous sommes en matière politique, oui, où la logique scientifique n'est pas la même, n'a pas droit de citer, je veux dire. Donc si quelqu'un choisit de faire la politique, quelqu'un a dit que la politique c'est un jeu des fois, mais un jeu pas pour tout le monde. Voilà. Je crois que en la matière, c'était une bonne initiative. Et maintenant, dans la mise en œuvre, nous allons faire en sorte que on est en train d'aller vers, je dois dire, une sorte de dénaturation de l'idée même avec les mouvements qui continuent de naître, d'autres partis politiques qui naissent aussi. Que vous avez aujourd'hui, il y a le retour des vieux démons. Oui, des vieux démons. Création tous azimuts de mouvements politiques. Alors qu'il y a les partis politiques. Donc c'est le rôle désormais d'animer la vie politique nationale. Comme je vous l'ai dit dès le début, ceux qui sont membres de partis politiques et qui sont membres aussi de notre dynamique, la dynamique continue, sont très fiers d'appartenir à ces partis politiques et respectent les dispositions, les règles et les recommandations de ces partis politiques. Jusque-là, nous n'avons pas
nous ne sommes pas allés en marche de ce qui est établi au sein des partis politiques. D'ailleurs, une des responsables des partis politiques est montée au créneau pour dire que les partis politiques n'ont pas, en tout cas, un des partis politiques n'est pas là pour susciter une candidature. Susciter les candidatures avaient vécu aux côtés de la centaine de partis. Ce n'est pas parce qu'on avait 100 et quelques partis, il y avait toujours des candidatures qui sont suscitées, et non pas par les partis politiques. C'est un autre phénomène, c'est deux phénomènes différents qu'il ne faut pas superposer. Cela ne peut-il pas aussi traduire un manque d'intérêt des citoyens pour justement ces formations politiques-là? C'est un défi pour les partis politiques. Si il y a eu ces activités, s'il y a eu ces manifestations, c'est un défi pour les partis politiques. Et reconnaissez que nous, on ne suscite pas la candidature. Notre association se dit, nous allons prendre le débat. C'est parce que le débat était devenu sensible que nous nous sommes sortis pour dire, ce débat, il est pertinent de participer à ce débat et de dire qu'on n'a plus besoin de susciter une candidature. À partir du moment où la loi permet au président de se représenter, pourquoi on fait le débat? Les citoyens sont-ils plus pressés que les partis politiques en suscitant ou en souhaitant? Vous voulez me faire dire que les partis politiques n'ont pas... Ils sont très lents. N'ont pas pris la parole. Bon, et il se fait que parmi les activités, enfin parmi les meneurs de ces activités, il y a des leaders politiques. Tout à fait. Quand vous allez dans certaines villes, vous avez vu que c'est des leaders politiques, des députés, des ministres qui le font. Ça veut dire que c'est pertinent. Et vous avez donné une belle liste de structures qui suscitent. On ne peut pas, honnêtement, être insensible. Je ne parle pas du président, je parle du citoyen observateur. Oui. On ne peut pas être insensible à ce que toute la population se lève pour dire Monsieur le Président, il est hors de question que vous ne continuez pas votre œuvre. Est-ce que vous croyez vraiment que Patrice Talon, qui a remporté la présidentielle 2007 dans les circonstances qu'il n'est plus utile de rappeler, je vous dis envers et contre tous, toute la classe politique, vous croyez sincèrement qu'il a besoin que quelqu'un monte au créneau pour lui dire d'être candidat d'abord, avant de le faire? Non. Il n'a pas besoin. Quel est donc l'intérêt des mouvements c'est parce qu'il n'avait pas besoin non plus que certains montent au créneau pour dire qu'ils ne devaient pas le faire. À partir du moment où certains sont montés au créneau pour dire qu'ils ne devaient pas le faire. C'est déjà le candidat à peu près au niveau donc de la dynamique continue. Mais voici que la loi nous impose un ticket. Alors, avec qui fera la paire à votre avis? Vous savez qu'il revient à l'autorité ou plutôt au candidat de choisir. Et je n'ai pas compétence de vous faire... Mais qui? Je risque de vous faire une liste qui serait plutôt longue parce qu'il y a plein de personnalités. Peut-être Maxime Diego aussi. Maxime Diego? Oui. Ça vous fait sourire? Qui c'est? Un jeune dans ce rôle de vice-président, quelqu'un qui essayait de faire des décorations. De toute façon, je dois vous dire, je l'ai dit, je suis admiratif de la capacité d'anticipation. Vous savez, le top niveau de management ou de leadership, c'est la capacité à anticiper. Le niveau le plus bas, c'est quand on ignore tout d'un problème. Alors, Patrice Talon nous a fait la preuve de cette capacité. Je suis persuadé, je suis sûr que son ticket existe déjà. Et le jour, peut-être dans pas longtemps, il viendra nous dire, je suis candidat, et dira, voilà le ticket. Donc il lui revient, je crois. Même les partis n'ont pas beaucoup d'emprise sur cette initiative ou cette action, encore moins moi. Merci beaucoup, Maxime Diego. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On va quand même vous laisser quelques secondes pour dire votre mot de conclusion. Je voudrais vous remercier de m'inviter et surtout de la convivialité que vous savez si bien mettre dans vos émissions tout en étant aussi percutant. Je voudrais remercier mes amis de la dynamique continue, le président et tout le bureau, tous les conseillers, pour m'avoir choisi pour parler en leur nom et dire à tous les citoyens béninois que nous sommes ouverts à tous ceux qui nous contactent déjà pour s'inscrire
Et c'est vrai, ils sont nombreux à nous contacter, que bientôt nous allons prendre les dispositions pour qu'ils puissent s'inscrire, notamment en ligne. Et je voudrais saluer les partis politiques, pour ceux qui sont membres des partis politiques, et les remercier pour l'animation qu'ils font de la vie publique. Merci beaucoup à vous, Didier Messel-Diago. Je rappelle que vous étiez sur Zone Franche. On a parlé un peu de la naissance de votre association, la dynamique continue. On a vu un peu les contours de sa naissance, les objectifs, etc. On a parlé un peu de la politique de l'emploi au Bénin. On est passé même à l'étape moi aussi pour voir un peu ce qui s'y fait. On a parlé un peu de votre ville natale, Ouida aussi. En train de ça, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Zone Franche de ce dimanche matin. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente journée dans Médical.